L'Afrique est une société patriarcale où l'enfant a tendance à choisir le métier de son père, etc. Comme dans ce livre, son papa était forgeron, mais il n'a pas pu forcément être forgeron comme son père. Et sûrement, ça c'était à cause de la colonisation. Alors, alors, la présence de l'école française a-t-elle a fait influencer quelque chose dans nos sociétés? A-t-elle changé quelque chose chez nos enfants, dans notre société? Effectivement, parce que si Camara Lai, qui vit dans une société patriarcale, qui aurait dû hériter des pouvoirs mystiques et devenir un forgeron ou bien un moissonneur comme son oncle, va jusqu'à se demander s'il ne va pas faire autre chose. C'est parce que l'école a une influence, une grande influence non négligeable quand même sur son éducation. Parce qu'il songe maintenant à faire autre chose que ce qui était de coutume dans nos pays, ce qui était de coutume dans notre société en fait. Donc là, on souligne que la colonisation a carrément Bouleversé, voilà, a carrément bouleversé toute l'organisation de la société. Parce que Camara Lai va faire autre chose que son père en fait. Oui, je pense que pour le cas de Camara Lai, il y a eu un autre frein à part la colonisation. Parce que sa mère n'appréciait pas le travail que faisait son mari. Elle s'en plaignait en fait. Du coup, Camara Lai avait vraiment sorti cette idée de sa tête d'être un jour forgeron. Aussi la colonisation. On sait que l'école nous interdit presque certains métiers. Le forgeron ne fait pas partie des métiers vraiment qu'on nous inculque à l'école. Donc aussi la colonisation est vraiment un frein par rapport à sa recherche d'identité. Et sa recherche d'identité, je pourrais l'appréhender à, par exemple, ce qu'il voulait être, ce qu'il voulait devenir plus tard. Vous savez, une œuvre, dans n'importe quelle œuvre, il y a toujours un contexte de production. C'est-à-dire une situation où se trouve l'auteur lorsqu'il produit. Nous sommes en 1953, c'est la date de publication. L'Afrique sort de la Seconde Guerre. L'Afrique aspire à l'indépendance, une indépendance qui n'est toujours pas claire, qui n'est toujours pas... Voilà. Donc il y a un futur ambigu. Déjà, des personnages, déjà, de l'Afrique en tant que telle. L'Afrique ne sait pas quoi choisir. Si oui, nous resterons toujours avec la France. Sinon, nous choisirons notre propre chemin, notre propre destin. Donc il y a véritablement cette diptyque que Camara Lai sort dans l'œuvre. Il ne sait pas s'il va toujours rester dans les traditions, dans la coutume, ou s'il va choisir le côté occidental. Toi, tout à l'heure, tu as parlé des contextes d'écriture. Et Camara Lai, il a écrit quand il était en France. Il était en France, il travaillait dans les usines Simca. Voilà, Simca. Donc Camara Lai, quand il écrit et qu'il parle qu'il est manœuvre dans l'usine de Simca, mais qu'il se remémore les temps où il était encore en train de choisir, où il se demandait ce qu'il serait demain, et que vous nous parlez d'un contexte d'écriture, il y a peut-être un problème de compréhension, ou bien vous pouvez revenir, vous pouvez expliquer un peu plus. Oui, j'ai parlé de contexte de production, c'est-à-dire la date de publication, voilà, de l'ouvrage. Oui. Maintenant, Camara Lai étant en France, certes, il y a quelque part la réminiscence, la nostalgie un peu de cette Afrique. Mais il y a également un reflet. Camara Lai, peut-être, ça c'est l'avis du critique, peut-être envoie un message fort aux Africains. Ce message-là même qu'avait lancé le poète président. L'enracinement d'abord, avant tout, avant l'ouverture. Parce que l'enracinement seulement entraîne la marginalisation. L'ouverture seulement entraîne la perte, le déracinement, la perte des valeurs, la perte d'identité en tant que telle. Donc il faut fondamentalement d'abord s'enraciner, puis s'ouvrir. C'est peut-être ce message qu'il voulait lancer aux jeunes Africains. L'enracinement, ce sont des valeurs qu'a voulu mettre en évidence Camara Lai. Est-ce que nos jeunes Africains, en ce moment, ont bien capté ce message? Est-ce que les jeunes Africains cherchent à s'enraciner ou bien à se perdre dans la nature?
Bon, dans une société où on est encore en train de parler de perte de valeur, de crise et abandon des mœurs, on ne peut pas vraiment dire que le message de Camara Laye est passé. Parce que même si Camara Laye nous rappelle les valeurs d'antan, les valeurs qui existaient en Afrique bien avant la colonisation, mais n'oublions pas que la colonisation a apporté beaucoup de choses. La colonisation, en fait, nous avons beaucoup assimilé avec cette colonisation. Tout à l'heure, nous l'avions cité tout à l'heure avec les plats, le bol et tout ça. Mais il y a d'autres choses. L'habillement a changé. Les comportements ont changé. Tout a changé, en fait. Et le message de Camara Laye, peut-être, n'a pas très bien pu passer. Je pense que la colonisation, son but premier était le pillage des biens et aussi la colonisation culturelle, c'est-à-dire nous civiliser. Et je pense que, comme il l'a dit, il faut s'enraciner avant de s'ouvrir. C'est ce qu'il a dit et c'est très pertinent. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a toujours une colonisation culturelle. Alors que l'auteur ici, il prônait la décolonisation culturelle. Maintenant, ce qu'on voit, le plus branché, c'est celui qui parle bien le français. Le plus branché, c'est celui qui porte des tenues occidentales. Et nos tenues traditionnelles, on les porte que le vendredi. Vous voyez un peu. Et on a tendance aussi à emprunter certaines valeurs des Occidents en rabaissant nos valeurs qui sont en nous. Donc nous, on a tendance à plus s'ouvrir qu'à s'enraciner. Et comme il l'a dit tout à l'heure, on se perd. Parce qu'en s'ouvrant et en laissant ses valeurs, on se perd carrément. Vous savez, actuellement, ce qui est noté, c'est la mondialisation de la bêtise. C'est un fait. La bêtise est mondialisée. Et Amadou Hampâté-Bâ disait ceci, une entreprise de colonisation n'est jamais une entreprise philanthropique. C'est-à-dire, quoi qu'il advienne, la colonisation ne fut pas là pour un souci africain. C'était pour leur propre intérêt. D'abord pour véhiculer leur culture, afin que l'Afrique puisse s'identifier à l'Europe, puisse vénérer l'Europe et puisse donner à l'Europe. Voilà. C'était juste ça. Maintenant, lorsque nous, Africains, dans ce 21e siècle, nous ne sommes pas conscients de ça, c'est que Camara Laye a donné son message, Camara Laye a fait son devoir, mais la réception n'a pas été là. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait notre devoir. Et pour juste une contribution, Camara Laye a eu à énoncer une valeur importante dans son œuvre qui est l'hospitalité. Maintenant, on voit dans nos sociétés africaines qu'on dit qu'avant que l'invité vienne chez nous, il faut qu'il nous avertisse. Alors qu'avant, il n'existait pas cela. Donc, carrément, on perd des valeurs. C'est-à-dire, on court à la déperdition culturelle. C'est-à-dire, tout n'est pas mauvais dans la colonisation, mais tout n'est pas bon aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre. On peut dire cette ouverture, on peut dire excessive à l'Occident, est-elle de leur faute ou des Africains? L'ignorance, ce n'est pas seulement l'absence de culture. Mais les éléments d'une culture dont on ne se sert point sont également des signes inquiétants de l'ignorance. C'est-à-dire l'Africain connaît ses valeurs. L'Africain sait que ça, ce sont nos valeurs et que c'est de bonnes valeurs. Mais il y a cette maladie que l'on appelle la mode. Mode, le style, qui devient de facto une crise de style. Maintenant, Olof Ndiaye est un menteur, Lat Dior est un fuyard. Maintenant, c'est Napoléon le Grand. Maintenant, c'est Hitler le grand, voilà, le gentle. Le Bourba Djolof est aussi un fuyard. C'est-à-dire ce qui était nos idoles, ce qui devrait être nos héros, ne le sont pas. Nous les avons démystifiés en fait. Oui. Démystifier. Vraiment. C'est la catastrophe. Parce que si on va jusqu'à se poser la question pourquoi Lat Dior est héros national alors qu'il a fui, c'est parce que nous commençons à vraiment... Il y a un problème voilà, il y a un problème d'histoire, il y a un problème de culture, on ne reconnaît plus nos valeurs. On a choisi de laisser nos valeurs pour adopter celles d'autrui. Voilà. Et donc, du coup, on ne peut pas parler vraiment d'enracinement et d'ouverture, parce qu'ici, il n'y a même pas d'ouverture. Je pense qu'avant de s'ouvrir, il faut d'abord
avoir quelques bases, alors que nous, on a tout laissé derrière nous pour adopter quelque chose qui ne nous appartient pas. Et on s'y prend très mal. Croyez-vous ou bien avez-vous l'espoir que la génération ou bien les générations à venir poseront des actions pour prôner l'enracinement? Ou croyez-vous en cette génération? Dans un monde où on est en pleine phase de mondialisation, où vraiment on va se demander si l'anglais ne va pas devenir la seule langue, la seule langue parlée, ou bien que la civilisation américaine ne sera pas la seule. Donc si on nous parle de futures générations, alors que nous-mêmes qui devions servir d'exemple, avons du mal à nous retrouver. L'espoir, oui, mais peut-être la réalité est autre. Tant bien qu'il y a peut-être une vague de pensée panafricaniste, mais je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Avant de penser au panafricanisme, pensons au Sénégal. Avant de penser au Sénégal, pensons à sa région. Avant de penser à sa région, pensons à sa localité, à son quartier, à sa maison, à soi-même. Tout part de l'homme et retourne à l'homme. Exactement. Tout part de l'homme et revient à l'homme. Alors, en somme, de manière plus résumée, quels sont les thèmes qui sont importants actuellement dans la vie courante que vous avez retenus et dont il faut en débattre? Et en fait, votre dernière question m'a trop frappé, vraiment, à savoir, est-ce qu'on espère un jour avoir encore ces valeurs-là? Et il a répondu que l'espoir est là, mais la réalité en est une autre. Vraiment. Moi-même, je me pose cette question. Est-ce qu'un jour, je serai prêt à abandonner mes pantalons-là et mes chemises occidentales pour porter un cahier? Maintenant, on a ce complexe. On a vraiment ce complexe. On a même ce complexe de nous taguer, être bien en Wolof. Vous comprenez un peu? Exact. Mais, oui, pour ajouter un peu quelque chose, mon professeur de français, M. Diallo, disait que maintenant, nous aimons bien se sentir tout bas, en quelque sorte, et on aime bien avoir des lacunes en Wolof et dire en Wolof. Et ça, c'est pas une fierté. Alors que maintenant, de nos jours, c'est une fierté de dire Wolof. Alors que c'est ta langue, tu devrais le comprendre plus que la langue française. Que si on fait une faute en français, vraiment, c'est la catastrophe. Alors qu'on ne s'inquiète pas des erreurs qu'on fait en Wolof. Voilà, je pense que le Wolof, avant de maîtriser le français, doit d'abord maîtriser le Wolof. Le Serer, de même. Le Pulaar aussi, etc. Il faut que... En fait, Amadou Hampâté-Bâ disait la chose-ci. Nos langues locales sont le véhicule de notre culture et de notre identité. La langue du colonisateur, un moyen d'ouverture vers le monde. C'est juste. En fait, pour même ajouter un proverbe qui disait « Le séjour d'un tronc d'arbre dans un marigot ne fera jamais de lui un caïman ». Juste pour dire qu'on a beau porter les habits occidentaux, on a beau parler le français, on ne sera jamais. Mais est-ce un problème d'habillement? En fait, on peut dire il y a différentes manières de promouvoir sa culture. Et promouvoir sa culture, c'est la langue, c'est l'habillement, c'est la manière de parler, de se comporter. Donc, dès lors où nous délaissons nos habits, si on disait aujourd'hui qu'on fera une table ronde de toutes les ethnies ou bien races qui existaient dans le monde, qui va s'asseoir à la place de l'Afrique? Qui va porter le wax jeudi? Qui va porter le bazin? Puisque nous portons, nous tous, les habits des Blancs, en fait. Oui, pour répondre à sa question par rapport à l'habillement, pourquoi nous, on estime maintenant culturellement la Nigeria? La Nigeria. La Nigeria. Le Nigeria, pardon, excusez-moi. Oui, le Nigeria. Oui, pourquoi on l'estime? Parce que eux, ils portent leurs habits, ils portent les habits traditionnels. Donc c'est très important. Et pour répondre à ta question, par rapport à si on estime vraiment récupérer ces valeurs-là, je ne pense pas. On a tellement évolué que la langue Wolof, ce n'est plus important. Non. Ce n'est même pas le Wolof seulement, le Pulaar, les langues sont délaissées et remplacées par le français.
En réalité, nous avons presque tout perdu. Nous préférons apprendre la langue d'autrui à la place du français, peut-être apprendre l'anglais ou l'arabe, que d'apprendre nos langues maternelles. Donc, ils ne font plus parler. Croyez-vous que nos dirigeants, les chefs d'État, peuvent faire quelque chose dans l'éducation pour changer cette mentalité des jeunes Africains? Cette mentalité, d'autant pour moi, des jeunes Africains. Oui, je dirais oui, ils peuvent bien le faire. Parce que maintenant, on favorise plus l'apprentissage de la langue française plutôt que la langue wolof. On ne met même pas la langue wolof dans nos apprentissages, non. Et on favorise maintenant l'école occidentale que l'école coranique, alors que nous, c'est l'école coranique qui nous inculque des valeurs. On a délaissé carrément les écoles coraniques maintenant pour profiter des écoles occidentales. Donc je pense que l'État doit se réveiller de ce côté, s'ils veulent vraiment promouvoir nos valeurs. En tout cas, moi, personnellement, quand je faisais la 3e, 4e, nous avions éducation civique. Et nous avons des fois notre professeur, histoire géo, Madame Khan, qui nous disait d'argumenter quels sont les actes à poser pour promouvoir notre culture. Et nous avons l'habitude, lors de la correction, de dire pourquoi pas les créateurs de mode utiliser le wax et que chez nous, nous parlons notre langue à nos enfants. Par exemple, pour parler encore d'exemple, moi, ma mère, je ne suis jamais allée dans notre village, par exemple, une seule fois, et je parle couramment ma langue soninké, parce qu'à la maison, ma mère nous en parle tout le temps, on parle, en fait, c'est-à-dire, on peut être ouvert à l'Occident, parce que déjà, je comprends le Wolof, et d'autres langues, même le Peul un peu, mais c'est-à-dire, on peut comprendre d'autres langues, mais sans oublier notre langue nous-mêmes. Mais les chefs d'État peuvent le faire, les dirigeants peuvent le faire. Mais pour qu'une chose réussisse, il faut deux éléments, la conscience et la condition. La conscience, c'est que l'homme soit apte à accueillir cela. La condition, ce sont les éléments matériels. Imaginez que le président de la République se lève un bon jour et dise que dorénavant, les élèves de l'élémentaire vont faire leur cours en Wolof. La population va se révolter. Ça, c'est la conscience qui n'est pas là. Le dirigeant peut le faire, mais est-ce que la population est apte à recevoir cela? Est-ce que la population est apte à un retour aux sources? C'était tout pour ce café littéraire avec nos invités. Maintenant, on va passer à Capsule Monde.